Le vieux cycle guerre-paix n'existe plus parce qu'il n'y a plus de paix. Bonjour, Raphaël Chauvency, je sers comme officier supérieur dans l'infanterie de marine. Je suis également chercheur et enseignant à l'école de guerre économique et à l'école de pensée sur les guerres économiques. Depuis maintenant une dizaine d'années, je travaille sur les problématiques de puissance et les nouvelles stratégies, notamment les nouvelles stratégies appliquées aux guerres informationnelles, aux guerres économiques, aux stratégies d'influence, etc., qui viennent appuyer, compléter et prolonger les stratégies plus classiques de guerre militaire et d'affrontement direct. Donc ce livre, intitulé « Les nouveaux visages de la guerre », qui montre bien qu'il y a un changement de paradigme dans la guerre, qui s'est longtemps cantonné à des séquences de paix et de guerre, qui s'est longtemps cantonné à des affrontements militaires, et qui aujourd'hui s'étend beaucoup plus largement, puisqu'il n'y a plus de temps de paix. C'est ce que le général Burkhardt appelle le nouveau triptyque, compétition, contestation, affrontement, qui ne symbolise pas une gradation, mais trois sphères différentes d'affrontement. L'affrontement militaire direct, la contestation, c'est ce qu'on appelle les guerres hybrides, donc les guerres économiques, guerres informationnelles, etc. Affrontement par le biais de proxy, donc éviter les affrontements directs. Et enfin, la compétition, eh bien la compétition, ce sont les luttes d'influence, qui opposent non seulement des adversaires, des ennemis, mais même les alliés entre eux. Alors, la France reste encore une des grandes puissances militaires, puisqu'elle dispose d'une base industrielle et technologique de défense importante. Elle est encore capable d'innover, elle est encore capable à la fois de fournir à ses armées et d'exporter des matériels de haute précision, des matériels non seulement utiles, mais indispensables pour les nouveaux affrontements. Alors on a pu remarquer, notamment avec le conflit en Ukraine, quelques lacunes industrielles, notamment en termes de production. C'est-à-dire que nous sommes capables de créer des matériels de pointe, nous sommes capables de les concevoir, nous sommes capables même de les fabriquer, mais pas suffisamment à grande échelle. Donc cette transformation qui est en cours, qui concerne finalement l'ensemble des puissances qui ont réalisé qu'il fallait peut-être changer d'échelle, n'empêche pas la France de rester effectivement parmi les cinq principales puissances militaires de la planète. La France va se trouver confrontée de plus en plus à de nouveaux défis et doit se préparer au conflit de demain. Elle a été surprise. Les Français et la France ont été surpris en tant qu'entité stratégique par la crise du Covid. Les Français et la France ont été surpris par la crise en Ukraine. Les Français et la France ont été surpris en Afrique par l'offensive informationnelle éclair menée par les Russes et qui ont littéralement démantelé notre système diplomatique traditionnel dans le Sahel. Donc la première chose à faire est, je pense, de remettre en cause nos vieux schémas. Et nos vieux schémas, c'est le schéma d'un monde fini post-guerre froide, que nous connaissions plutôt bien, dans lequel nous étions à l'aise, et qui ne correspond plus aujourd'hui à aucune réalité, parce que les menaces sont plus nombreuses, parce que les menaces incluent les menaces militaires directes. Pendant 20-30 ans, les grandes nations composant l'OTAN n'avaient aucun rival militaire. Ce n'est plus vrai aujourd'hui. La France a connu une situation très dure avec la Turquie tout récemment pour défendre la Grèce. Un de ces vaisseaux de guerre a quand même été pris dans le radar de tir d'un Turc. Les Français ont dû envoyer navires de guerre et chasseurs de type Rafale en Grèce pour permettre à la Grèce de défendre ses eaux territoriales. Tout ça, c'est annonciateur des crises à venir. Il est très probable que pour défendre nos intérêts et pour défendre nos valeurs, nous soyons engagés militairement dans les années à venir. Militairement, mais pas seulement. Nous sommes vulnérables. La dissuasion nucléaire compte, bien évidemment, mais nous avons aussi des îles, nous avons aussi des territoires sur les 5 continents. La France peut-elle utiliser l'arme nucléaire pour défendre une petite île dans le Pacifique? Je n'ai pas la réponse, je pose la question. Si on n'a pas une réponse sûre, c'est-à-dire qu'il faut bien trouver d'autres moyens également de la défendre. Donc peut-être accroître nos capacités militaires, notamment sur les zones du sanctuaire national les plus éloignées de la métropole. Il faut se préparer à des offensives informationnelles de plus en plus fortes, non seulement du type de ce que nous avons vécu en Afrique, mais également de la part de nos alliés. Pourquoi? Parce que la compétition économique est elle aussi de plus en plus forte, et nos alliés qui sont des alliés fidèles et loyaux, notamment les anglo-saxons, dans le cadre de l'affrontement avec la Russie, on peut le dire, sont simultanément des compétiteurs très très durs, et qui n'hésitent pas à défendre leurs propres intérêts. Donc intégrer pleinement la guerre économique, et intégrer le fait que la guerre économique ne se livre pas uniquement contre des ennemis
ou des ennemis ou des adversaires, mais bien également contre des amis et même des amis proches. Intégrer également autre chose, c'est que nous sommes dans un monde, le monde de l'information, est une société du changement, une société du changement perpétuel. C'est-à-dire qu'une société, une entité stratégique, qui n'est pas capable de changer, de se remettre en cause elle-même structurellement, très régulièrement, est une société qui est condamnée. La France aujourd'hui en est-elle capable? Je ne sais pas, je n'ai pas encore la réponse, mais si elle n'est pas capable de le faire dans les années à venir, en fait, le principal danger pour elle sera de se déclasser toute seule, parce qu'elle ne sera pas capable de s'adapter au monde contemporain. Alors, le missile hypersonique est effectivement une nouvelle technologie intéressante, mais qu'il faut pas prendre seul, qu'il faut bien mettre dans un contexte plus général, le contexte plus général de modernisation des équipements, qui n'est pas véritablement une rupture. Donc les Russes en ont eu un petit peu avant les Américains qui l'auront à la fin de l'année, les grandes puissances vont rapidement s'en équiper, donc je pense pas qu'il y ait une véritable rupture, je pense pas qu'un seul État soit capable aujourd'hui, grâce aux missiles hypersoniques, de créer la différence vis-à-vis de ses rivaux. On entre plus dans le cadre d'une compétition générale, d'une espèce de course à l'armement. Ce qui est important, c'est ne pas se laisser distancer. L'avenir des conflits armés ne se limite pas à la technologie, même si évidemment il en fera partie. C'est le chef d'état-major des armées britanniques qui avait annoncé il y a 2 ans, je crois, qu'il voulait pour 2030 30 000 robots dans l'armée britannique. On parle beaucoup des nouveaux chars russes, qui seraient des robots qui en fait sont opérés de loin, mais qui sont plus des chars télécommandés que de véritables robots. Mais effectivement, il y a une bascule intéressante qui se fait. Ne pas oublier non plus que, et la guerre en Ukraine nous le rappelle, la guerre oppose en premier lieu des hommes. Donc des technologies, oui, une robotisation accrue, oui, de nouveaux modes d'affrontement, incontestablement, mais pour en revenir à la guerre proprement parlée, l'homme restera toujours au centre des affrontements. La guerre en Ukraine est une guerre, avant tout un affrontement direct, effectivement, qui nous rappelle que l'affrontement militaire n'est pas quelque chose de révolu, comme on a pu le croire pendant un moment, mais la guerre militaire a quelque part trouvé ses limites. Je m'explique, c'est que les puissances de destruction aujourd'hui disponibles permettent de détruire la planète plusieurs fois. Donc il y a des affrontements très durs, très forts, qu'on n'a pas vus depuis la Seconde Guerre mondiale, mais qui quelque part sont contenus. Toutes les armes ne sont pas employées, notamment les armes nucléaires ne sont pas employées. En revanche, en termes informationnels, effectivement, il y a encore des champs extrêmement vastes qui s'ouvrent en termes d'influence, mais également en termes de manipulation, en termes de guerre de l'information, en termes de guerre psychologique, etc., etc., etc. Et on voit bien, on va de plus en plus loin, donc à la fois en se réaccaparant des savoir-faire oubliés depuis la Seconde Guerre mondiale, oubliés depuis la guerre froide, mais en créant de nouveaux, en s'appuyant à la fois sur la sociologie comportementale, sur la psychologie comportementale. Il ne s'agit plus seulement de manipuler les foules ou de les tromper, mais bien de les formater. Alors l'avantage des démocraties, c'est que la structure même d'une démocratie consiste à avoir une société ouverte, une information fluide. Donc je dirais que structurellement, les démocraties sont largement mieux adaptées et plus adaptées que leurs rivales en termes de guerre de l'information. Là où elles sont plus vulnérables, effectivement, c'est que puisqu'elles sont très ouvertes, évidemment, elles sont ouvertes à la fois à la discussion et aux influences adverses. Mais je pense pas que les régimes autoritaires soient capables de suivre le rythme de production de connaissances de démocratie. Il y a en revanche une condition sine qua non, qui dit démocratie, information ouverte, guerre de l'information, dit également éducation, formation à l'esprit critique, formation également à la fois aux opportunités et aux menaces représentées par la nouvelle société de l'information, et si nous ne sommes pas capables de le faire, effectivement, il pourrait y avoir un danger. Pas encore, je crois que tous les pays aujourd'hui sont en train d'essayer de chercher à développer cet esprit critique. Déjà dans les années 1970, donc ça remonte à loin, en pleine guerre froide, les Israéliens avaient créé un programme, ils voulaient instaurer à la fois au lycée et à l'université des programmes de formation à l'esprit critique, justement pour lutter contre la propagande de leurs adversaires. C'est d'ailleurs un futur prix Nobel d'économie comportementale qui dirigeait ce programme, qui finalement n'a pas abouti, puisque le programme a mis 8 ans pour préparer... pour aboutir, et au moment où tout était prêt, finalement, ça n'a jamais été mis en œuvre. Mais je pense que ce type de programme aujourd'hui devient indispensable et que les grandes démocraties vont devoir investir ce champ, former leur population, former leur jeunesse, mais toute leur population à l'esprit critique. C'est encore une fois, et j'insiste dessus, la condition sine qua non pour réussir à défendre et nos intérêts et nos valeurs dans les nouvelles guerres de l'information.
Alors c'est vrai que lorsqu'on parle de stratégie, il ne faut pas oublier le commencement, et le commencement c'est ce qui permet à l'homme de vivre, et qu'est-ce qui permet à l'homme de vivre? C'est le pain et l'eau, pour simplifier. Pendant la crise du Covid, on a vu que les populations dites occidentalisées, les populations les plus riches, ont eu peur d'avoir faim. Et d'où cette espèce de panique dans les supermarchés, ce qui était quand même un retour à des mécanismes que nous avions oubliés, en tout cas en Europe, depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais l'arme alimentaire a toujours été une arme. Lorsque, dans la plus haute antiquité, le siège d'une ville était fait, le siège d'une ville consistait en quoi? Consistait finalement à laisser mourir de faim les assiégés, jusqu'à ce qu'ils finissent par se rendre, même si leurs murailles étaient très hautes et qu'on ne pouvait pas les franchir. C'est une arme qui a été utilisée également par les Américains contre les Soviétiques au début des années 80, lorsque les Américains ont décrété un embargo sur les exportations de blé à destination de l'Union soviétique pour la punir et en réaction à l'invasion d'Afghanistan. C'est une arme qui a été utilisée par les Américains à nouveau, notamment en Irak. L'arme alimentaire sera de plus en plus utilisée, surtout dans un monde où les ressources deviennent de plus en plus rares. Un autre facteur, c'est l'eau. Et les guerres de l'eau sont pleines à s'intensifier également. On est encore une fois sur une ressource qui s'appauvrit, qui s'amoindrit face à une pression démographique de plus en plus importante, et des besoins de plus en plus importants, parce que l'eau, c'est à la fois ce qui permet de boire, mais c'est ce qui permet l'agriculture, c'est ce qui permet l'industrie, c'est ce qui permet la production d'énergie. Je parle de production d'énergie, voyons par exemple les conflits entre l'Éthiopie et l'Égypte actuellement, sur le barrage de la Renaissance créé par l'Éthiopie, pour devenir le plus gros barrage hydroélectrique d'Afrique, mais qui évidemment joue sur le débit du Nil et qui impacte directement l'Égypte. Les conflits de l'eau sont appelés à se multiplient déjà entre la Chine et l'Inde, entre la Chine et la péninsule indo-chinoise, avec tous les projets chinois de détournement de fleuves pour essayer d'irriguer notamment le Xinjiang, pour en faire de gigantesques champs qui lui permettraient d'atteindre l'autonomie alimentaire qui lui manque encore. Et donc on revient, je parlais de l'eau, on en revient également à l'autonomie alimentaire. Donc ce sont des ressources précieuses qui sont indispensables et qui vont se trouver au centre, je pense, des matrices d'affrontement des années à venir. Aujourd'hui, si on veut comprendre les guerres contemporaines, il ne faut surtout pas avoir une approche en tuyau d'orgue, c'est-à-dire essayer de se focaliser sur un domaine ou sur un autre. La réalité des nouveaux affrontements, ces compétitions, contestations, affrontements que j'évoquais tout à l'heure, eh bien leur réalité, c'est l'intégration. C'est l'intégration des moyens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus envisager à la fois de défendre ses intérêts, d'affronter son ennemi, son adversaire, voire même ses alliés dans certaines sphères, si on n'est pas capable de créer des synergies avec l'ensemble des moyens disponibles. L'ensemble des moyens disponibles impliquant les moyens militaires, les moyens cognitifs, les moyens industriels, les moyens financiers, les moyens culturels, etc., etc. Pourquoi parler des nouveaux visages de la guerre? Parce que, qu'est-ce que la guerre? La guerre, c'est l'affrontement entre des entités stratégiques. La guerre ne consiste pas à tuer, d'ailleurs. On croit souvent que la guerre consiste à tuer, c'est totalement faux. C'est l'inverse. La guerre ne vise pas à tuer des individus, mais bien au contraire, à disloquer une entité stratégique adverse. Si pour cela il faut tuer des individus, très bien, mais quelque part, une guerre réussie, c'est lorsqu'une entité stratégique adverse devient un amas d'individus sans volonté stratégique. Donc il ne s'agit pas forcément de tuer. La guerre, c'est un affrontement. La guerre, c'est un affrontement stratégique. Eh bien, en ce sens, elle est intemporelle. Il y a des modes de guerre, mais la guerre, elle, est intemporelle. En revanche, elle a des modes et des visages différents. Et ces visages se sont multipliés, puisque, je le disais tout à l'heure, on a longtemps limité la guerre aux affrontements militaires. C'est plus le cas aujourd'hui. L'affrontement militaire est juste une petite partie de la guerre, puisque les affrontements économiques, les affrontements culturels, les affrontements cognitifs, les affrontements idéologiques, les affrontements démographiques, les affrontements de toutes sortes en font partie, et constituent ces visages d'une guerre qui maintenant, malheureusement, sous la forme de compétition, contestation, affrontement, est le fond de sac, j'allais dire, le socle des relations internationales. Le vieux cycle guerre-paix n'existe plus parce qu'il n'y a plus de paix. Alors l'intérêt de ce livre, et pourquoi je l'ai écrit, c'est que j'ai cherché à synthétiser des connaissances qui existent, en langue française ou en langue anglaise principalement, des connaissances qui existent pour comprendre le monde contemporain, comprendre ce que sont les nouveaux affrontements, comprendre quels sont les nouveaux visages de la guerre, mais si ces connaissances existent, elles n'avaient pas été synthétisées. Donc ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est mettre à la portée de tout le monde une synthèse qui permette de comprendre le monde dans lequel nous sommes. Comprendre pourquoi et comment la guerre en Ukraine a pu éclater, comprendre comment et pourquoi les nouveaux affrontements en Afrique ont conduit à un relatif déclassement de la France, comprendre également pourquoi
et comment les nouveaux affrontements économiques menacent nos intérêts directs. Comprendre également pourquoi les menaces s'accumulent, pourquoi les nuages se font de plus en plus lourds à l'horizon, afin d'anticiper, afin de préparer des réactions, et puis de permettre à notre pays de défendre ses intérêts, de défendre ses valeurs dans les années à venir, sans plus se laisser surprendre.